Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette conférence de presse qui va traiter du premier trimestre 2025 et de la conjoncture immobilière. Et surtout, bienvenue dans ces locaux fraîchement rénovés dont nous sommes très fiers et surtout très heureux de rejoindre notre petit bercail, notre petit foyer. Alors, plus sérieusement, qu'en est-il de la commission de conjoncture immobilière qui a dû traiter de ces statistiques sur ce premier trimestre 2025 ? Vous avez fait un bilan à la dernière conférence de presse, tant sur le quatrième trimestre, que sur l'année. On espérait voir des embellis. Me semble-t-il, le ciel s'est éclairci. On est lourd, évidemment, d'un marché qui a été dégradé trimestre après trimestre, et forcément, le moral des Français s'en est trouvé impacté. Et fatalement, la confiance des ménages, elle, a été également dégradée. C'est un ressenti général des notaires du Grand Paris de voir un vent d'optimisme qui semble enfin faire son apparition, on l'attendait tous, alors certes mesuré, mais il est là et ça fait toujours chaud au cœur. Dans un contexte de fragilité politique, alors tant au niveau du plan interne qu'au niveau international, on a évidemment eu quelques légères augmentations de volume sur certains départements en fin d'année 2024 et on avait l'impression que c'était des actes isolés qui ponctuaient l'activité immobilière au gré des mesures qui étaient prises, ou disons-le plutôt pas prises, ou attendues, telles que l'augmentation de la taxe départementale dont vous avez tous entendu parler et qui a été un message fort, lourd de conséquences, la non-déductibilité de l'amortissement en matière de plus-value immobilière pour les bailleurs privés qui, elles, s'adressaient très clairement à ce type d'acquéreurs, et l'affirmation, la confirmation que non, il n'y aurait pas de prorogation quant au délai sur les mesures énergétiques, encore un message fort à l'attention des bailleurs privés. Le bilan 2024 semblait assurer que ce mouvement baissier prenait fin. C'était déjà une première bonne nouvelle. Aujourd'hui, sa vigueur est évidemment ralentie. Mais c'est plus que ça qu'il semble constater. D'abord, nos clients ont toujours affirmé qu'ils voulaient investir dans l'immobilier encore et toujours, peut-être par sécurité, dans un environnement qui est un petit peu inquiétant, avouons-le. Les agences immobilières avec lesquelles on traitait et les confrères qui procèdent à la négociation immobilière nous ont également confirmé qu'il y avait des visites de plus en plus nombreuses. Un effet de curiosité, un effet de sécurité, une envie d'y aller. En tout cas, il y avait des mandats également qui étaient rentrés, ce qui veut dire que les vendeurs étaient également présents. Les chiffres restent et demeurent très bas, de sorte que la moindre contrariété, une hausse de taux d'intérêt, une mesure fiscale nouvelle, une augmentation des restrictions énergétiques, la moindre contrariété pourrait remettre en cause cette première étape qu'on pourrait appeler une éclaircie à l'horizon. Cette première amélioration du marché immobilier, elle demande évidemment à être confirmée dans les prochains mois, mais le constat, qui est certes baissier sur 2 ans, semble voir des proportions s'améliorer sur 1 an. Des volumes toujours en baisse sur 2 ans, moins 10% de ventes de logements anciens entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2025. Ce sont près de 3 500 ventes en moins. Rappelons qu'au niveau national, ce sont près de 880 000 ventes cumulées sur 1 an qui ont été enregistrées à la fin du mois de mars 2025. On en enregistrait au point le plus haut, c'est-à-dire en 2021, 1 200 000. Cette spirale infernale semble s'inverser, et on s'en réjouit, sans qu'aucune assurance sur la pérennité du mouvement ne puisse être affirmée. Mais l'envolée, en tout cas le départ de l'éclaircie, est parti. Plus 21% de transactions entre le premier trimestre 24 et le premier trimestre 25, soit 29 190 transactions. Et la baisse annuelle des prix, elle, semble se stabiliser, un moins 0,3% de variation annuelle au premier trimestre 25, avec sans doute un léger mouvement haussier d'ici juillet 2025. Quels sont nos souhaits ? Eh bien, le premier d'entre eux, évidemment, c'est faire que cette tendance se confirme. On est tous à le souhaiter. Et que la reprise se maintienne. Pour ça, il faut inévitablement une amélioration de la solvabilité des acquéreurs, qui passe par 2 pôles essentiels. Soit une baisse des prix plus importante, soit une baisse des taux d'intérêt plus franche. Ce trimestre, le vendeur qui réussit à céder est malheureusement trop souvent, encore et toujours, un vendeur contraint par nos 4 D, décès, dette, divorce, DPE mal noté. On semble ressentir un certain déblocage sur le prix, notamment au premier trimestre 25. Donc, ce serait plus du fait du vendeur qui semble s'adapter au marché qu'au banquier qui, lui, a fait des efforts, et on l'avait déjà signalé aux 2 dernières conférences de presse.
Si le vendeur prend conscience qu'il doit s'aligner sur un prix marché qui n'est plus celui de 2021 ou 2022, en tout cas la dernière embellite est de août 2022, le marché reprend des couleurs et se fluidifie, c'est mathématique. Face à une envie, mais surtout un besoin de se loger, il faut répondre aux attentes des Franciliens qui sont attachés au souhait de devenir propriétaires. Il faut donc envoyer des messages porteurs, notamment en inscrivant le marché immobilier dans un climat de certitude. Or, comme on l'a dit, nous sommes loin des certitudes, mais plutôt dans les inquiétudes. Il faudrait des certitudes fiscales, des certitudes urbanistiques, des certitudes bancaires et des certitudes financières. Tout cela pour accompagner une dynamique à consolider et à terme, évidemment, plus favorable. On craint que cette petite note positive de début d'année ne soit le fait de l'anticipation des hausses des droits de mutation à titre onéreux qui a été constatée dans nombre de départements en Île-de-France et constatée et appliquée dès le 1er avril dernier. Pour certains départements, cela a joué un rôle dans les résultats du premier trimestre et vous allez voir forcément une hausse des volumes conséquente, ce qui a poussé les acquéreurs à accélérer leurs projets s'ils étaient déjà sensibilisés. On pourrait croire, espérer que le marché est entré dans une nouvelle dynamique après 2 années particulièrement difficiles, mais encore une fois, la certitude n'est pas là. Nous avons 2 inquiétudes. La première, c'est le contexte économique, et ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, qui est impacté aussi bien du contexte géopolitique que du contexte financier, qui reste anxiogène et susceptible de remettre en cause les premières évolutions positives. Et puis la deuxième, c'est la pression à la baisse sur les prix qui semblerait se relâcher. Et vous allez voir nos projections à juillet, les prix pourraient enregistrer des hausses annuelles comprises entre 1 et 5% d'ici juillet pour l'ensemble des marchés franciliens, ce qui risquerait d'infléchir sur la dynamique qui s'amorce. Après ces propos introductifs, passons aux chiffres en Île-de-France. Quels sont-ils ? Comme je vous l'ai dit, si on se réfère aux 2 années dernières, on est toujours en baisse. Le volume des ventes reste encore inférieur de 10% pour les logements anciens en Île-de-France, avec un moins 11% pour les appartements, moins 8% pour les maisons, par rapport au premier trimestre 2023. Cette progression du nombre de ventes de 21% observée du premier trimestre 2024 et au premier trimestre 2025 doit être relativisée. Il convient de garder en mémoire que l'activité d'abord au premier trimestre 2024, qui sert de base à cette comparaison, était historiquement faible. Et puis, on l'a dit, les droits de mutation à titre onéreux ont fait leur effet, et il y a fort à parier que certains éléments aient encouragé les acquéreurs à aller plus vite dans l'opération qu'ils avaient envisagée. Qu'en est-il des volumes ? Voilà 3 années, comme vous le voyez sur ce graphe, que la crise s'est installée rapidement et malheureusement durablement. Sur les 12 derniers mois, du 2e trimestre 24 au 1er trimestre 25, les volumes de vente de logements anciens sont en voie de stabilisation. Regardez, on voit un moins 2% par rapport aux 12 mois précédents, mais toujours proche des plus bas historiques. Ce sont 116 000 transactions enregistrées au 1er trimestre 2025 et la tension sur le prix est moindre, moins 0,3% en variation annuelle au 1er trimestre 2025, ce qui a contribué à la solvabilité de l'acquéreur et ce qui a encouragé le volume des transactions à venir. Alors cette pression baissière sur les prix, elle s'est progressivement atténuée courant 2024, on en avait parlé à la dernière conférence de presse, en ligne avec la moindre dégradation des volumes, puis à une stabilisation en fin d'année. Voyons les chiffres dans les appartements anciens Île-de-France. Comme vous voyez, il y a eu évidemment un net repli de l'activité pour l'appartement ancien en Île-de-France, du premier trimestre 23 au premier trimestre 24, 26%. Le mouvement s'est inversé pour les appartements anciens en Île-de-France avec un plus 20% du premier trimestre 24 au premier trimestre 25. En un an, les prix ont cessé de baisser pour les appartements. Regardez les petites colonnes de droite, plus 0,1%. Pour rappel, au premier trimestre 24, les prix avaient perdu 7,9% en un an. Si l'on retient la variation brute sur 3 mois, toujours le petit tableau de droite, les prix des ventes des appartements anciens en Île-de-France n'évoluent que de 0,5%, donc ça ne bouge pas beaucoup, et le prix s'affiche à 6 120 € au premier trimestre 2025. On est bien loin de la situation du 3e trimestre 2022, qui fut le point le plus haut enregistré, avec un prix à 6 850 € le mètre carré. Les chiffres à venir pour ces appartements en Île-de-France, quels sont-ils ? Des prix orientés vers la hausse. D'après les indicateurs avancés, donc d'après les chiffres enregistrés sur nos avant-contrats, qu'ils soient authentiques ou sous seing privé, compromis agence,
Un mouvement haussier devrait se dessiner d'ici juillet. Vous le voyez, là, la petite montagne russe, là, ça y est, elle commence à progresser. Par rapport à avril, et en 3 mois, donc, le prix augmenterait sensiblement de 3,2% pour les appartements. Cette évolution nouvelle se répercuterait aussi sur les variations annuelles des prix, qui redeviendraient positives, avec une hausse de 3,3% pour les appartements. Les prix des appartements anciens en Ile-de-France devraient s'afficher à 6 320 € le mètre carré en juillet 25, contre 6 120 €, on l'a dit, au premier trimestre de cette année. Évidemment, ça va affecter la solvabilité des acquéreurs et ce que nous craignons tous, impacter le marché. Parlons des maisons en Ile-de-France. Avec 8 000 transactions enregistrées sur ces maisons anciennes en Ile-de-France au premier trimestre 25, l'activité enregistre une hausse de 25% de transactions. C'est vraiment le succès Ile-de-France. 25% de hausse entre le premier trimestre 24 et le premier trimestre 25, mais une baisse, encore une fois, sur 2 ans de 8%. La baisse des prix reste limitée, 1,1% en variation annuelle au premier trimestre 25, et le prix de vente de la maison ancienne Ile-de-France s'annonce à 327 800 € au premier trimestre 25, soit plus 0,5% sur 3 mois. Parlons des chiffres futurs. Qu'en sera-t-il en juillet prochain? Eh bien, après un maintien des prix en ce premier trimestre 2025, que l'on retrouve sur tous les graphes, comme vous avez pu le constater, les prix des maisons anciennes en Ile-de-France devraient légèrement augmenter dans les prochains mois, à un rythme plus modéré que les appartements. Cette évolution de tendance porterait les prix des maisons à 336 500 €, c'est-à-dire un plus 1,9% en variation annuelle projetée à juillet 2025. Rappelons que ce prix est de 327 800 € au premier trimestre 2025. Alors, après avoir traité de façon un peu générale l'Île-de-France, plus particulièrement le marché parisien, c'est celui qui va être envisagé par ma voisine, qui va traiter donc de Paris. Bonjour, donc à Paris comme ailleurs, les volumes de vente ont augmenté. Après un volume de vente d'appartements historiquement bas constaté au cours de l'année 2024, le marché immobilier semble reprendre quelques couleurs en ce début d'année. Les chiffres sont encourageants puisque le volume des ventes a augmenté de 25% au premier trimestre 2025 par comparaison au premier trimestre 2024. Nous sommes revenus à un volume de vente quasi identique à celui du premier trimestre 2023. L'année dernière, à la même époque, donc au premier trimestre 2024, le prix au mètre carré des appartements parisiens était globalement inférieur à 9 500 € du mètre carré. Il a peu évolué depuis, 0,4% en un an, pour s'établir à 9 530 € du mètre carré au premier trimestre 2025. Pour mémoire, le prix au mètre carré des appartements parisiens, je ne parle que de l'ancien, avait atteint son maximum au cours de l'automne 2020 avec un prix au mètre carré de 10 860 €, pour descendre ensuite au premier trimestre 2024 à 9 490 € du mètre carré, soit 12,6% de baisse en un peu plus de 3 ans. Quelle est la projection des prix de vente des appartements à Paris? Alors, une tendance haussière sur les prix devrait se dessiner dans les prochains mois et Paris pourrait atteindre 9 750 € du mètre carré en juillet, soit une hausse de 2,7% en un an. Mais cela ne reste qu'une projection réalisée à partir des promesses de vente signées depuis le mois de février jusqu'à avril. Les prix des appartements anciens à Paris. Alors, sur la carte en bleu, on constate qu'au premier trimestre 2025, 10 arrondissements affichent désormais des prix supérieurs à 9 000 € du mètre carré. Sans surprise, ceux situés au cœur de la capitale restent les plus chers avec un prix au mètre carré toujours supérieur à 11 000 € du mètre. Les arrondissements situés en périphérie de la capitale, excepté les 16e et 17e arrondissements, affichent des prix inférieurs à 9 000 € du mètre carré, avec pour certains, dont le 15e, 18e et 19e, montrent une tendance à la baisse, alors que les autres stagnent sur un an. L'arrondissement le moins cher reste le 19e avec 7 530 € du mètre carré, tandis que le 6e reste l'arrondissement le plus cher avec un prix affiché de 13 270 €. Est-ce que je peux t'embêter une seconde? Tu nous indiques en fait que, sans trop de surprise, le centre parisien reste très fort, très haut. Le 7e arrondissement, pendant un moment, il avait presque doublé le 6e arrondissement. Mais je vois que les arrondissements les plus chers, donc 7, 8, 9,
reste quand même à des prix très élevés. Sont des franco-français qui achètent ou est-ce qu'il y a toujours une présence étrangère qui pourrait justifier ce maintien des prix élevés? Alors, je pense qu'en effet, le maintien d'un prix élevé est dû à la présence des étrangers qui sont revenus sur Paris, puisqu'en fait, c'est vrai qu'avec les années Covid, leur présence avait diminué. Et là, on est presque à 13% de présence d'étrangers sur Paris. C'est beaucoup, en effet. Et en petite couronne, puisque c'est le secteur dont je parle aussi également aujourd'hui, on est à presque 11, avec 10,9% de présence d'étrangers. Et pour information, à Paris, en tête de liste, on trouve les Italiens. Ce ne sont plus les Américains. Non, ce ne sont plus les Américains qui arrivent en deuxième position, et suivis des Chinois. Ah oui, le retour aussi. Voilà. Et en petite couronne, parce que je parle de la petite couronne, on trouve énormément de Portugais qui sont vraiment très représentés. D'ailleurs, moi, je le vois dans mon étude, beaucoup de Portugais. Ça représente à peu près un tiers de ma clientèle, ce qui est énorme. Beaucoup. Suivi des Chinois et des Algériens. Voilà, c'est vraiment la tendance, la grosse présence des Portugais. Alors, voyons voir maintenant la carte de la variation des prix. L'année dernière, à la même époque, on avait constaté que les plus importantes baisses de prix en un an s'observaient dans les arrondissements situés pour la plupart en périphérie de la capitale. Cette année, c'est l'inverse. C'est le centre de Paris qui connaît la baisse de prix la plus importante, quand bien même le prix au mètre carré reste tout de même très élevé. Paris Centre et le 7e arrondissement apparaissent en rose foncé, ce qui signifie que ce sont les arrondissements ayant connu la baisse de prix la plus importante, même s'ils partaient déjà de très haut. Moi, j'ai le souvenir qu'il y avait eu un trimestre où on avait enregistré un plus de 17% sur les prix. Donc, il y a un moment, peut-être que c'est juste un rattrapage, une régularisation d'un marché qui était très... un petit réajustement qui est sensible. Alors, les arrondissements qui ont continué de baisser se situent sur un axe nord-est-sud-ouest, donc on le voit bien avec la ligne rose. De part et d'autre de cet axe, soit les prix stagnent, soit ils repartent à la hausse. Voilà, donc on le voit un peu, on le voit sur la carte. Et ces arrondissements, justement, là, on avait fait un petit focus il y a 2 trimestres, il y a 2 conférences de presse sur les plus-values qui étaient enregistrées sur Paris. On avait dit en clair sur 10 ans, dans tous les arrondissements, une plus-value était enregistrée. Et de mémoire, c'était toujours les mêmes qui enregistraient une plus-value sur 5 ans. Parce que 5 ans, on n'avait pas les mêmes constats. Il y avait beaucoup d'arrondissements qui baissaient, qui constataient de la moins-value. Mais 6, 7, 8 constataient de la plus-value sur 8 ans. Je présume que c'est toujours la présence des étrangers qui a maintenu le marché. Oui. Maintiennent le niveau. Alors, qu'en est-il maintenant des volumes de vente et des prix en petite couronne? S'agissant des appartements, l'activité a augmenté en petite couronne de 21% au cours du premier trimestre 2025, par comparaison au premier trimestre 2024, alors qu'elle avait chuté de 28% sur la même période entre 2023 et 2024. Cette augmentation du nombre de ventes est de 26% dans les Hauts-de-Seine, 13% en Seine-Saint-Denis, qui est le département dans lequel la baisse de volume avait été la moins importante de 2023-2024, et l'augmentation dans le Val-de-Marne est de 20%. Alors, ne nous leurrons pas, car malgré l'augmentation du nombre de ventes, ces départements ont tout de même connu depuis 2023 une baisse d'activité importante, avec moins 11% dans les Hauts-de-Seine, moins 14% en Seine-Saint-Denis et moins 17% dans le Val-de-Marne, ce qui est quand même une baisse importante. S'agissant des maisons, le marché de la maison connaît lui aussi une embellie, avec plus 21% par rapport au premier trimestre 2024. Cette hausse de l'activité est cependant très hétérogène, puisqu'on constate une hausse de 44% dans les Hauts-de-Seine, 12% en Seine-Saint-Denis et 19% en un an dans le Val-de-Marne. Là encore, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, car sur une période de 2 ans, l'activité a été réduite en petite couronne de 11%. Et à l'exception des Hauts-de-Seine qui ont vu leur nombre de ventes augmenter en 2 ans, plus de %, l'activité immobilière pour les maisons a tout de même chuté de 16% en Seine-Saint-Denis et 12% dans le Val-de-Marne. Petite question de toi qui es sur le terrain, justement, en Seine-Saint-Denis, tu l'as dit, il y a eu comme un réajustement aussi des volumes. C'est peut-être le département qui avait moins baissé sur 2 ans, pardon, donc qui augmente le moins sur un an. Mais est-ce que tu vois à nouveau des primo-accédants sur ce type de produit? Alors, ils reviennent, mais ils restent rares quand même, parce que les banques demandent tout de même un apport plus important. Et quand on débute, parce que nous, sur la Seine-Saint-Denis, on n'a pas une grosse clientèle de cadres. Donc effectivement, c'est difficile pour des jeunes de trouver d'avoir un apport quand même suffisant pour pouvoir acheter. Et ceux qui achètent sont souvent aidés par leurs parents. C'est le constat qu'on peut faire.
Alors, les prix de vente des appartements et des maisons en petite couronne. S'agissant des appartements, les prix semblent se stabiliser dans tous les départements de la petite couronne. Ils sont à peu près identiques à ceux pratiqués au premier trimestre 2024 sur l'ensemble de la petite couronne. Là encore, les promesses de vente régularisées depuis le début de l'année 2025 laissent penser que les prix devraient augmenter de 4% d'avril à juillet, de sorte que la hausse des prix annuels redeviendrait positive sur l'ensemble de la petite couronne, avec une augmentation de 3,6%. Quelle est la tendance des prix sur un an des appartements anciens en petite couronne? S'agissant de la hausse des prix, chaque département a son vainqueur. Parmi les communes les plus significatives représentées ici, on constate qu'à Neuilly-sur-Seine, l'augmentation constatée sur un an est de 2,2%, à Montreuil, 2%, à Créteil, plus 3%, et parmi les 12 communes de référence, 8 voient leur prix se stabiliser, voire augmenter. En revanche, sur les autres, la tendance est encore à la baisse, puisqu'on constate qu'à Noisy-le-Grand, il y a une baisse de moins 8,6%, à Asnières-sur-Seine, moins 5,8%, à Saint-Maur-des-Fossés, moins 4,8%, et à Levallois-Perret, moins 2,7%. Alors, pour mémoire, l'année dernière, à la même époque, la commune qui avait subi la baisse la plus importante était Montreuil, et Montreuil affiche aujourd'hui une hausse de 2%. A l'inverse, au premier trimestre 2024, Noisy-le-Grand avait résisté en subissant la baisse de prix la moins importante, et ce trimestre, c'est elle qui détient le record sur le graphique qu'on voit, avec une baisse de prix de 8,6% en un an. Ça veut dire que toi qui fais de la négociation immobilière, du coup, sur les mandats, le vendeur est plus à l'écoute quand même, il se réajuste. Alors, lui aussi. Oui, le vendeur, bon, il a mis du temps, mais il a compris quand même qu'il fallait adapter son prix au marché, parce que les acquéreurs, eux, savent très bien qu'ils sont plus en position de force quand ils ont les moyens d'acheter. Et le vendeur, effectivement, a compris qu'il devait baisser. S'agissant des maisons, contrairement aux appartements dont les prix se sont stabilisés au premier trimestre, le prix des maisons en petite couronne a subi une baisse de 1,7% en un an. Alors, pour les Hauts-de-Seine, 1,1%. Pour la Seine-Saint-Denis, 2,3%, et pour le Val-de-Marne, 2%. Cependant, la projection des prix de vente réalisés à partir des promesses de vente régularisées en début d'année tendrait à voir évoluer les prix à la hausse d'ici l'été. Qu'en est-il des prix de vente des maisons en petite couronne et de leur évolution annuelle? Alors, certaines communes voient leurs prix repartir à la hausse, telles que Drancy, Champigny-sur-Marne, Clamart et Rueil-Malmaison, et toutes les autres communes de référence continuent de voir leurs prix baisser de façon hétérogène, avec moins 3,6% à Vitry-sur-Seine et moins 15,9% à Colombes. Mais Colombes était déjà une commune chère. Alors, que peut-on dire en conclusion pour Paris et la Petite Couronne? En fin d'année dernière, l'activité était en berne, enfin bon, ça c'était pas qu'en Petite Couronne et à Paris. L'activité était en berne et nous pensions avoir touché le fond et espérions tous que l'année 2025 serait l'année de la reprise. Nous ne savons pas encore si le regain d'activité qui s'est fait sentir au cours du premier trimestre 2025 dans toute l'Île-de-France est dû à l'anticipation par les ménages de l'augmentation des droits de mutation qui s'est appliquée, donc, comme on le sait, à partir du 1er avril, ou s'il s'agit d'un véritable redémarrage. Une hirondelle ne fait pas le printemps, il est encore trop tôt pour le vérifier. Si les prix remontent alors que les droits de mutation ont augmenté et que les taux d'emprunt restent ceux pratiqués actuellement, qui sont somme toute très raisonnables, quoi qu'on en dise, l'accès à la propriété restera compliqué. L'attitude des banques qui refusent de financer des biens classés en F ou G, alors même que les biens ne sont pas destinés à la location, ne contribue pas à la reprise. Pour l'instant, la baisse des prix pratiquée depuis plus de 2 ans n'a réussi à compenser ni l'augmentation des taux, ni l'augmentation du coût des matériaux, lorsque les travaux s'avèrent nécessaires. Les investisseurs ne sont pas encore de retour, les marchands de biens ont disparu de la plupart de nos études, et les programmes de construction dans le neuf sont au point mort. Pour investir, il faut avoir foi en l'avenir. Or, le contexte économique et politique incite encore à la prudence. Et seul l'avenir nous dira si la hausse des volumes et des prix est une véritable tendance ou seulement un rebond ponctuel ou saisonnier. Est-ce que tu nous enjolives le panneau Oui, sur la Grande Couronne? Oui, exactement. Bonjour à tous. Je vais enjoliver un petit peu les choses. Effectivement, en Grande Couronne, les tendances sont les mêmes et je confirme un renversement de la spirale descendante. C'est nouveau, c'est encourageant, mais il faut rester très prudent car nous sommes sur le fil du rasoir et vu le contexte général qui reste très compliqué, il ne faudrait pas grand-chose pour stopper net la dynamique en cours. En termes de volume de vente,
Pour les appartements, les ventes ont augmenté de 12% sur un an, avec de fortes variations entre les départements. La Seine-et-Marne progresse de 24% et distance très largement les 3 autres départements. L'Essonne est à 13%, les Yvelines 9% et le Val d'Oise 3%. Tout le monde n'est donc pas à la même enseigne, ce qui peut paraître d'ailleurs assez étonnant. À mon sens, je pense qu'on peut expliquer ça par le niveau des prix. C'est-à-dire que moins les prix sont élevés, plus les volumes progressent. Si on compare au 3e trimestre 2023, les chiffres restent encore bien en dessous, puisque pour l'ensemble des départements, nous sommes à moins 20%, avec même un moins 28% pour le Val d'Oise. S'agissant des maisons, le marché redémarre partout, la progression générale étant de 26% sur un an pour approcher les niveaux de 2023. On n'en est qu'à 8%. Le Val d'Oise reste un peu en retrait, mais la progression est tout de même de 14% en un an, à comparer avec les départements voisins, 31% pour la Seine-et-Marne, 29% pour l'Essonne et 26% pour les Yvelines. En termes de prix de vente, pour les appartements, on peut réellement parler de stabilisation autour des 0%. Et tous les départements se tiennent. Les écarts de prix entre les différents départements restent importants, bien évidemment, avec les Yvelines, qui est le département le plus cher, qui caracole en tête avec un prix au mètre carré de 4 020 €. Et la Seine-et-Marne, département le moins cher, avec 2 780 € du mètre carré au premier trimestre. Donc en fait, des volumes très importants, particulièrement Grande Couronne, particulièrement en Seine-et-Marne, mais pas forcément un prix qui s'envole. On est d'accord, c'est stable. Par contre, si l'on analyse les chiffres provenant des avant-contrats, c'est là où les choses vont changer. On voit qu'il se passe quelque chose, puisqu'une hausse annuelle de 4,5% est attendue d'ici fin juillet, avec même une progression de 6,5% pour la Seine-et-Marne. Poussée de prix passagère ou tendance durable? C'est la question. Tout ça, c'est certainement lié à l'augmentation des volumes, mais cela risque de compliquer les choses, c'est ce qu'on vous disait déjà tout à l'heure, car ce n'est pas fait pour améliorer la solvabilité des acheteurs, alors que la situation reste très fragile. On a dit qu'on était sur le fil du rasoir, et effectivement, ce n'est pas simple. Alors attention, pour la Grande Couronne, il peut y avoir des différences très importantes entre les différents secteurs des départements, et notamment entre les secteurs urbains et les secteurs plus ruraux. Quelques prix par département s'affichent donc sur le tableau qui vous est présenté. Alors, pour la plupart, on est en bleu ou en bleu foncé, bleu clair. Donc, on voit qu'un peu partout, on est en progression. Versailles subit une grosse correction, puisqu'on est à moins 5,5% à 6 380 € du mètre. Ça peut s'expliquer par le fait que Versailles avait beaucoup monté et que je pense qu'il s'agit plutôt d'un rattrapage. On verra ce qui se passe les trimestres prochains. Mais à mon avis, l'analyse s'expliquerait plutôt comme ça. Voilà. En Seine-et-Marne, en revanche, tout est bleu. En Seine-et-marne, tout est bleu, mais le ciel est bleu en Seine-et-Marne. Ça, c'est sûr. Je n'en doutais pas. Mais toi, particulièrement, tu as dû voir des communes, enfin, dans ta pratique, des communes où tu as vraiment des hausses significatives. Alors, il y a des hausses significatives, mais c'est très irrégulier, en fait. Ce n'est pas quelque chose de général. Mais j'y reviendrai après, parce qu'on va faire un petit focus, et je vais te sortir un petit peu là-dessus, effectivement. Pour les maisons, là encore, il y a stabilisation des prix. On est entre moins 0,5 et quasiment 1%. Ouais, et 1%. Les courbes parlent d'elles-mêmes. Et tous les départements sont à l'unisson. Si l'on analyse les chiffres tirés des avant-contrats, les petits pointillés que vous avez en bout de courbe, là, d'accord, on note une légère augmentation des prix dans les prochains mois, à peu près 1,4% sur un an. Mais nous sommes loin de la poussée constatée au niveau des appartements. Ce sont les Yvelines qui devraient connaître une augmentation des prix la plus marquée, avec une progression de 2,4% sur un an, alors qu'en 3 mois, c'est la Seine-et-Marne qui progresserait le plus avec 3,4%. Décidément, cette Seine-et-Marne. Et oui, la Seine-et-Marne, elle vend en poupe, mais c'est un département fantastique. Je n'en doute pas. Et donc, je vais vous parler un petit peu de mon département et du ressenti. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, parce que c'est un petit peu compliqué, je ne voudrais pas vous endormir. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a une forte progression, on est assez étonné des pourcentages qui sont annoncés pour la Seine-et-Marne. Mais comme je disais il y a 2 minutes, en fait, ce sont quand même les grands écarts entre les différents du secteur des départements, entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous avez des zones urbaines, des zones périurbaines, des zones rurales. Et bien évidemment, les marchés sont complètement différents. Le dynamisme, comme je le disais tout à l'heure, est lié au niveau des prix qui reste encore très raisonnable.
même si c'est toujours trop cher dans l'esprit des acheteurs. Si vous aviez l'occasion d'interroger un notaire de Seine-et-Marne pour avoir ce ressenti sur le marché, là, je vous dirais attention, attention, parce qu'on a des chiffres qui sont nos chiffres, qui sont les bons. Mais au niveau des ressentis, on n'a pas toujours la même chose. C'est variable selon les secteurs, bien évidemment. Et puis, il y a également un autre phénomène dont on parle peu, mais c'est l'augmentation quand même des offices créés. Et donc, il y a plus de notaires pour un peu plus de dossiers. Et on ne ressent pas forcément dans toutes les études l'augmentation dans les mêmes proportions. Voilà. Donc, les chiffres qui sont les bons, c'est bien évidemment ceux que l'on vous a donnés. D'accord ? En tout état de cause, l'envie est là et on revoit passer de belles opérations à des prix conséquents, chose qui avait quand même bien diminué ces derniers temps. Voilà, les acquéreurs restent malgré tout très regardants sur la qualité des biens, que ce soit en termes de performance énergétique, on en parlait tout à l'heure, ou même de services de proximité. Voilà. Donc l'effet Covid, on allait loin, loin, loin pour échapper à tout. Évidemment, il y a bien longtemps que tout ça s'est terminé. On est revenu beaucoup plus réaliste et pragmatique. En attendant, la progression la plus importante en volume sont bien les maisons en grande couronne. On est d'accord. Et ce ne sont pas les maisons les mieux notées. On est d'accord, mais c'est toujours le rêve du Français d'avoir sa maison. Et voilà. Particulièrement du Parisien. On est d'accord, du Parisien. Mais pas que. Pas que. Non, tu as raison. Le secteur du neuf, on en parlait tout à l'heure. Pour la petite couronne, il est sinistré. Il y a peu de programmes et quasiment pas de terrain bâti revendus. Alors même qu'en Seine-et-Marne, la Seine-et-Marne reste, mais vous le savez tous, le réservoir en fait en termes de foncier de l'Île-de-France. Donc c'est là où on se dit qu'il y a quand même un vrai problème. On parle de crise de logement, de problèmes dans le locatif, mais rien n'est fait effectivement pour que ça reparte, en tout cas à ce niveau-là. Ça ne repart pas. Notons que la Seine-et-Marne représente 50% du territoire. Exactement, exactement. Donc le secteur du Val d'Europe reste l'un des seuls où il se passe encore quelque chose. Mais j'ai toujours dit, le Val d'Europe, c'est un micro-marché en fait. C'est un micro-marché où il y a toujours des programmes, ça construit toujours. Les prix sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. J'ai assisté il y a peu à une conférence justement sur le développement futur du Val d'Europe et je peux vous dire qu'il va encore se passer beaucoup de choses et qu'on est loin d'être arrivé au bout. Voilà. Pour conclure, je parlerai d'optimisme mesuré, avec malgré tout des réserves, vu le contexte général très incertain et une politique peu favorable à l'immobilier qui ne facilite pas du tout les choses. Merci. Voilà ce que je peux vous dire sur la grande couronne. Merci Christian. Donc le mot d'ordre, embellie mais prudence. Exactement. Eh bien, on va sans transition parler justement de la solvabilité, parce que cette embellie, elle dépend exclusivement de la solvabilité des acquéreurs. Disons-le, on a un marché acquéreur, ça n'est pas une révélation aujourd'hui, et je redis ce qu'on a précisé en introduction, savoir que cette solvabilité, elle dépend de deux choses, comme vous pouvez le constater sur le graphe, avec les deux éléments qui vont permettre de voir aussi cette courbe, le prix et évidemment le crédit. Donc, sans surprise, la poussée des volumes de vente au premier trimestre 2025 tient évidemment à l'amélioration des conditions d'accès au crédit. Et donc, ça dépend de quoi ? De la facilité d'instruction de votre banquier préféré, du dossier. Ça veut dire également qu'on a des taux d'intérêt, et on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'ils sont bas. Alors évidemment, ils ne sont pas de 0,90% comme on a pu le connaître en 2021, mais je ne sais pas si on le reconnaîtra un jour. Toujours est-il qu'on a des niveaux de taux d'intérêt bas, et forcément une attraction qui est plus agréable et qui fait qu'en un an, il y a une augmentation du volume des transactions puisque l'acquéreur n'hésite pas et y va. Rappelons qu'au niveau des taux d'intérêt, en mars 2024, on était à 3,60%. En mars 2025, nous sommes à 3,03%. Alors, même si la baisse des taux d'intérêt tend à se ralentir d'après les on-dit et les appréhensions qu'on a relativement à un contexte géopolitique et économique qui ne dépend pas que de l'Europe, comme vous pouvez l'imaginer, il n'en demeure pas moins qu'on est autour des 3%. Associé à des prix en stagnation, évidemment, on a les feux verts en route. Donc au premier trimestre 2025, on voit un recul de 8% à 14% selon les marchés par rapport à leur point haut. Et l'amélioration du pouvoir d'achat constitue un premier effet positif, évidemment, qui dynamise cette activité immobilière. Donc on a eu une phase de durcissement avec un point très haut, comme vous le voyez, en 2022. Aujourd'hui, l'accès au crédit semble être un peu plus fluidifié. En tout cas, le dossier est instruit
Évidemment, le banquier réclame encore un apport assez conséquent, d'où des facilités pour certains, on l'a dit, primo-accédants notamment, appelons un chat, qui sont plus cédés que d'autres, mais la baisse des taux de crédit à l'habitat s'avère pour le moment assez modérée. Alors la mensualité maintenant, si on se porte sur la mensualité, elle avait atteint un pic à l'été 2023, elle devrait reculer de 7,4% pour les appartements et de 9,6% pour les maisons en juillet 25. Ça permettrait de regagner de la surface perdue depuis janvier 22, soit 8,6 mètres carrés en plus pour les maisons et 4,3 mètres carrés en plus toujours pour les appartements si l'on compare l'été 23 à juillet 2025. Évidemment, si on est un peu plus loin sur la courbe, on n'est pas sur les mêmes montants. Alors, si l'on doit reconnaître une facilitation des ouvertures de dossiers de crédit, comme je l'ai dit, plus souvent instruits, moins de garanties réclamées, mais on a toujours des apports conséquents, on l'a dit, et comme vous le savez, il y a une mesure de faveur qui a été proposée notamment pour tout ce qui est amélioration énergétique. Moi, je dois avouer qu'en pratique, je ne l'ai pas tellement vu pratiquer, voire pas du tout pratiquer, c'est-à-dire que c'est une mesure qui permet d'avoir un apport qui peut aller jusqu'à 300 000 euros par dons familiaux, disons-le, même vos grands-parents pourraient vous donner, mais avec un objectif, soit rénover de l'ancien et répondre à certaines conditions, évidemment, soit acheter dans le neuf et avec cette vocation énergétique, évidemment. Nous, on ne l'a pas vu, on en a fait un petit tour de table, on a vu très peu de cas s'appliquer. En revanche, les apports et les prêts familiaux, ça, oui, on le voit, c'est le petit coup de pouce qui va faire la différence dans cet acquéreur qui va pouvoir passer le pas. Donc, si on doit le dire autrement, la baisse des prix est insuffisante parce que c'est elle qui sanctionne le plus la solvabilité des acquéreurs. Néanmoins, cette baisse de taux d'intérêt a permis de relancer un peu le marché et les hausses attendues des prix des logements qui risquent de se présenter en juillet prochain pourraient induire de nouvelles tensions sur la solvabilité. C'est d'autant plus vrai que la baisse progressive et régulière des taux d'intérêt, des taux de crédit à l'habitat, qui est attendue en 25, semble désormais beaucoup moins assurée, je l'ai dit encore, à cause d'un contexte économique international qui risque de tendre cette baisse, et voire même une stagnation, voire une hausse des taux d'intérêt. Et tout ça, malgré la persistance de facteurs positifs, notamment l'inflation maîtrisée qui nous a fait très peur et une politique monétaire qui est plutôt accommodante. Si nous passons sur le focus 2, alors ce focus, il est l'illustration d'un ressenti qu'on avait constaté, nous, notaires du Grand Paris, depuis plusieurs trimestres, savoir que, comme on l'a dit, les primo-accédants, il n'y en a plus beaucoup, mais est-ce que ces primo-accédants, ce n'est pas justement la fine fleur des logements mal notés? Dit autrement, puisqu'il y a des sanctions qui sont données notamment sur le marché locatif relativement à des mauvaises notes, G, F, je ne vous refais pas le tableau des échéances, non pas fiscales, mais des échéances civiles en matière de location qui seront donc interdites ou en tout cas non renouvelables, il se trouve que ce produit mal noté, si on ne peut plus louer, il n'y a plus qu'un destinataire qui pourrait se présenter, c'est donc un utilisateur. Est-ce que ça ne fait pas donc la part belle à ces primo-accédants qui ont moins d'apports et qui sont donc un peu plus forts sur ce marché, savoir qu'ils peuvent mieux négocier le prix et donc peut-être une augmentation de ces logements énergivores constatés sur les dernières années? Eh bien oui. Alors, le tableau ne vous dit pas si c'est un primo-accédant, bien entendu. Ça relève du ressenti des notaires que nous sommes. En revanche, l'augmentation des transactions en matière de logement énergivore, elle est bien là. Regardez bien le tableau, le premier tableau qui vous est présenté et qui permet de visualiser les chiffres 2022, enfin de 2014 à 2024. Et si on reprend les chiffres 2022-24, regardez un petit peu les colonnes à partir de D, mais surtout F et G. En 2014, les logements notés D représentaient une part prépondérante des ventes. On était à 37,9% pour les appartements et 34,7% les maisons. Donc c'est quand même très significatif. Et en 10 ans, les appartements notés D ont perdu 5,4% du marché immobilier. Et les maisons, 3,1%. Alors pourquoi on vous a donné les chiffres en 2022? Parce que 2022, ça a été la grande sanction. Personne n'y croyait, surtout pas les bailleurs privés, de savoir que la fameuse loi qui aurait interdit le logement noté G d'être loué ou louable, rentrait en vigueur. Personne n'y croyait, sauf qu'au mois d'août, l'échéance est bien tombée. Et encore une fois, il ne faut pas se bercer d'illusions, ces prorogations de délai ne seront pas. Elles avaient été prévues, envisagées pour ce début d'année, elles ne sont pas.
Et donc, si on se base sur cette échéance de 2022, regardez tout de suite les logements notés G, donc les moins bien notés. Quels sont-ils sur ces échéances-là? Eh bien, vous voyez que ça grimpe dans le volume de transactions. Si on reprend les chiffres de 2014, ils représentaient, les appartements anciens notés G, ils représentaient 5% des ventes. 10 ans plus tard, presque le double, 9%. Pour les maisons anciennes, idem. Noté G, en 2014, ces maisons anciennes représentaient 5,9% des transactions. En 2024, 11,4% des transactions. Donc on a tendance à croire deux choses, mais c'est un ressenti encore une fois. Premièrement, sur ces appartements mal notés, ce sont plus de primo-accédants qui se présentent parce que le vendeur, disons-le, est obligé d'infléchir, en tout cas de se raisonner, et quelquefois, non pas de se débarrasser, mais de céder après avoir attendu soit un meilleur traitement fiscal, soit une prorogation des délais qui verserait les échéances à plus tard. Eh bien, il se trouve face au mur et il se dit, bon, plutôt que de rester avec une taxe sur les logements vacants ou une pénalisation ou des travaux qui ne me permettent pas de rentrer dans les maillons de la chaîne, c'est-à-dire que si je fais beaucoup de travaux et que ma rentabilité locative n'est pas là, malheureusement, je n'ai pas intérêt à faire ces travaux. Donc, ce vendeur, il a plutôt tendance à céder sur le prix. Et qui achète? Sur les appartements, nous, on a cru ressentir des primo-accédants. Et sur les maisons, Christian vous l'a dit il y a quelques instants, ça n'a pas beaucoup d'impact. On ne peut pas dire que la maison notée G, malgré les diagnostics qui sont, et notamment l'audit énergétique qui est rendu obligatoire, soit impactant sur la volonté d'acquérir. En revanche, je nous l'avais dit à une précédente conférence de presse, c'est impactant sur la négociation du prix. Parce qu'il y a des devis qui provisionnent les travaux à réaliser. Du coup, l'acquéreur, il en profite pour discuter le prix. Est-ce qu'il fait pour autant les travaux? Nous n'en sommes pas du tout sûrs. En conclusion de cette conférence de presse, que pouvons-nous dire? Je crois que le terme, c'est à la fois, vous allez dire, on est un peu contradictoire, c'est éclaircie et à la fois prudence. Donc, à la question posée en introduction, est-ce qu'une éclaircie se profile à l'horizon? Je crois qu'on peut être affirmatif. Vous avez vu les chiffres sur un an, quand même, ils ne sont pas négligeables. Et ce premier trimestre est bien le témoignage de cette éclaircie qu'on a tous attendu, vous, nous, les acquéreurs, les vendeurs. Et à quoi pourrait-elle être due? Rappelons-le, certainement à l'augmentation des droits de mutation, parce que vous l'avez vu, notamment sur Paris, il y a eu une petite augmentation des transactions, comme par hasard, avant l'échéance du 1er avril, qui était la date d'augmentation des droits de mutation. Ça a forcément joué un rôle accélérateur sur les volumes de vente au premier trimestre. On rappelle qu'il y a eu 5 départements qui ont été impactés sur 8. Et les acquéreurs donc, ont anticipé leur achat, l'ont peut-être bousculé un peu pour bénéficier des droits à 4,5% plutôt que de subir le plus 0,5 points, sachant que ce plus 0,5 points en taxe départementale est majoré des frais d'assiette. Donc c'est plus 0,5 et une taxe qui est sur ce taxe départementale. Deuxième facteur de cette éclaircie, l'évolution favorable, qui est un témoignage d'une envie des acquéreurs, une envie renouvelée de devenir propriétaire, signalée par nos clients, auprès des notaires, auprès des agences. Il y a eu comme un phénomène de frustration. Enfin, on aime acheter, on aime la pierre, et les acquéreurs ils sont bien là, ils ont envie d'acheter. Et puis, le nerf de la guerre, la baisse des taux de crédit à l'habitat et des prix de vente réajustés qui ont aussi permis de raisonner les vendeurs, mais de redonner de la solvabilité aux ménages en leur offrant des perspectives nouvelles. Alors, tous ces éléments ont évidemment contribué à cette éclaircie dans ce marché immobilier favorable, mais à chaque point que je viens d'énoncer, je vais jouer ma rabat-joie, on a évidemment de la prudence à invoquer et peut-être des incertitudes. D'abord, sur les indicateurs, sur nos premiers indicateurs, on a un mois de mars particulièrement actif, on l'a dit, qui était dû à l'anticipation de la mutation. Et là, on va voir un mois d'avril, mais je ne voudrais pas, selon le terme consacré, spoiler la prochaine conférence de presse, mais on sait déjà que le mois d'avril ne va pas être excellent. Donc, on peut confirmer notre ressenti. Deuxièmement, le choix de la pierre, on vous a dit, c'est une valeur refuge, ça rassure, on a envie d'y aller, vous, nous, on a tous envie d'acheter notre résidence principale, dès lors qu'on est dans un contexte de stabilité politique, économique et, disons-le, fiscale. On l'a dit, le neuf, il ne repart pas. Pourquoi il ne repart pas? Notamment parce qu'il n'y a aucune faveur fiscale qui soit donnée. On a un contexte politique, on ne fera pas le laïus historique de l'année passée avec des décisions politiques qui ont été le fruit d'incertitudes et d'angoisse de nos clients qui ne voulaient plus y aller, voire même qui ont dit non, mais nous, on arrête d'acheter. Donc le choix de la pierre refuge
Elle est assurée dès lors que tout participe et contribue à cette note positive. Et puis, la baisse des taux de crédit, eh bien, je vais jouer encore ma rabat-joie. Il y a fort à parier qu'un de ces quatre, ça remonte. Alors, est-ce que ça va remonter de 5 points ? Peut-être pas, mais toujours est-il que la moindre petite contrariété peut évidemment gripper la machine. Et évidemment que nous, on souhaite qu'une chose, c'est que la machine ne se grippe pas, mais on n'est pas les seuls à le souhaiter. Encore une fois, on ne parle pas d'un micro-marché francilien, on parle d'un logement qui doit être assuré à tous les franciliens, et on est bien loin du compte. Donc, notre constat général, c'est que l'intérêt, il est là. Les ménages ont besoin de certitude, ont besoin d'être assurés. On a des atouts forts et positifs. Il faut que ça dure pour rassurer le marché, pour assurer une éclaircie qui perdure et, si possible, une hausse de prix la plus modérée possible. Je vous remercie de votre attention. Place aux questions, puisque la prochaine conférence de presse aura lieu le 9 septembre prochain. Bonjour, Christine Lejoux pour Capital. J'ai 2 questions, s'il vous plaît. Quand vous parlez d'un apport conséquent qui est encore demandé par les banques, c'est un apport de quel pourcentage du prix de vente total, s'il vous plaît? Et par ailleurs, toujours au sujet des banques, vous avez dit que certaines refusaient de financer des biens F et G, quand bien même ils n'étaient pas destinés à la location. Du coup, qu'est-ce qui fait peur aux banques dans ce type d'opération, puisque a priori, il n'y a pas forcément de grosses dépenses de rénovation énergétique qui sont anticipées, puisqu'on ne loue pas, on est propriétaire occupant. Est-ce que c'est des factures énergétiques démesurées qu'elles redoutent pour hésiter à financer ces biens, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qui fait peur aux banques? Je ne suis pas dans leur tête, mais je pense qu'en fait, elles ont peur d'avoir un gage qui ne soit pas suffisant pour couvrir le montant du crédit, éventuellement s'il y avait un incident de paiement. Je pense que c'est peut-être ça. Mais pour moi, il n'y a pas de logique, en fait. Je ne comprends pas pour quelle raison des acquéreurs qui veulent acheter leur résidence principale, qui n'ont absolument aucune obligation d'effectuer des travaux et de faire remonter le bien dans le classement du DPE, je ne comprends pas pour quelle raison les banques refusent de financer les acquisitions. Ouais, moi j'ajouterais à cela que c'est un peu l'époque qui veut ça en fait. Aujourd'hui on parle RSE, écologie, DPE, machin et tout ça. Et en fait les banques, elles se donnent bonne conscience en regardant de près, le DPE du bien que l'acquéreur veut acheter. Et moi je pense qu'on est plus là que dans autre chose, parce qu'effectivement pour une résidence principale, voire même une résidence secondaire, ça a très peu d'intérêt, d'autant plus qu'on peut très bien vouloir faire les travaux petit à petit en fonction de ce que l'on va pouvoir faire. On peut faire des choses soi-même également. Dans le locatif, c'est beaucoup plus justifié, c'est bien évident, puisque si ce n'est pas très bien classé, il y a le risque de ne pas pouvoir louer ou même revendre, le cas échéant, donc ce qui est un vrai sujet. Mais moi, je crois que c'est plutôt, on se donne bonne conscience, et on se mêle un peu de ce qui ne regarde pas. J'abonde dans le sens, sur le marché parisien, en tout cas sur les petites surfaces dont on a parlé tout à l'heure, alors les prêts à 100%, on ne les voit pas. L'apport, on l'a dit, notamment des aides familiales, disons-le très clairement, ça on le voit surtout sur le primo-accédant. Et puis sur la bonne conscience, la note de bonne conscience, on voit quand même que certaines banques proposent aux primo-accédants des prêts à taux zéro ou des prêts à taux très attractifs pour des travaux d'amélioration énergétique. Alors, ça a un double effet qui se coule, c'est que, premièrement, évidemment, on l'utilise pour faire ces travaux énergétiques, et puis la deuxième chose, c'est que sur Paris, on voit beaucoup pointer l'échéance du PPT, le plan pluriannuel de travaux. Alors, on avait avant lui le DTG qui n'a pas eu un grand succès, et je vais être assez cru, à partir du moment où il n'y a pas de sanctions, on est bien français, on ne fait pas, parce que ça coûte cher. Le PPT, on a l'air d'y être un peu plus sensibilisé, parce qu'il y a l'échéance potentielle de sanctions financières. Et ça, c'est un atout choc pour les acquéreurs qui sont des primo-accédants, parce qu'ils vont pouvoir négocier le prix en disant « Attendez, il n'y a pas que la note D là, où je dois améliorer la consommation énergétique, mais il va falloir aussi que je supporte des travaux collectifs pour améliorer l'isolation, notamment des murs en extérieur. Et ce n'est pas une hypothèse d'école. Moi, je les vois de plus en plus, ces devis sur les appartements, enfin sur des immeubles en copropriété. Et là, on n'est pas sur des budgets à 5 000 €. On est sur des budgets pour des petites surfaces à 20 000, 40 000 €. Alors étalés dans le temps, évidemment, pas sur une année, mais 20 000, 40 000 €. Et là, peut-être que la bonne conscience des banques fait que, munis de ce devis, on fait en sorte d'aider.
énergétique, soit, alors là ça va être du délire, d'appliquer un taux, une diminution du prix. Alors ça, je ne sais pas comment ils vont mettre ça en application. Je crois que nos polytechniciens vont s'amuser là-dessus. Mais voilà, donc est-ce que la France va être le bon élève, être le premier pays à appliquer cette directive? Je ne sais pas. Ouais. Et puis il est certain que de toute façon, si on revient par rapport aux banques, effectivement, d'abord c'est un investissement de long terme, mais que si la législation se durcit, ça va aussi entraîner pour les propriétaires, ceux qui auront acheté, peut-être des dépenses qu'ils n'avaient pas prévues au départ et qui vont être un petit peu compliquées à financer. Pour répondre à votre question concernant le pourcentage de l'apport, en fait, c'est pas tellement un pourcentage. Enfin, moi, je le vois dans mes dossiers. Lorsque jusqu'en 2022, clairement, par exemple, les primo-accédants qui étaient très présents sur le marché se faisaient financer à plus de 110%, puisque les banques acceptaient sans aucun apport personnel de financer le prix, les frais et parfois même la commission, quand il y avait une commission à la charge de l'acquéreur. Oui, et même le mobilier. Donc vraiment, on avait les primo-accédants. Donc à cette époque, on les voyait beaucoup, puisque des jeunes qui débutaient dans la vie n'avaient besoin d'aucun apport et se disaient, plutôt que d'être locataire, je préfère acheter, puisque de toute façon, j'ai la possibilité et la capacité de devenir propriétaire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les banques exigent au moins que les acquéreurs payent leurs frais d'acquisition et la commission d'agence, ou les honoraires de négociation quand c'est un notaire qui négocie, et les honoraires de négociation quand les honoraires sont mis à la charge de l'acquéreur. Voilà, donc il faut au moins pouvoir être en capacité de payer ses frais d'acquisition et la commission ou les honoraires de négociation. Voilà. C'est le minimum. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que... Je voulais rebondir. Oui, sur l'apport, effectivement, quand les prix augmentent, les banques se disent que, bon, même s'ils prêtent à 90-100%, les prix montants, leur gage va prendre de la valeur et si c'est revendu, ils vont s'y retrouver. Quand les prix diminuent, si vous prêtez à 100% à un acquéreur et qu'il a un problème dans la vie qu'il doit revendre, eh ben, il va se retrouver à vendre son bien, il n'aura peut-être pas suffisamment au niveau du prix pour pouvoir rembourser le prêt. Donc ça explique aussi un petit peu les renversements de politique à ce niveau-là. Et on voit réapparaître les prêts relais, qu'on ne voyait plus du tout. Donc ça prouvait aussi que le message de la banque, en tout cas le message subliminal, c'était « j'y crois pas ». Votre vente, en tout cas, j'y crois pas tout de suite. Là, les prêts relais, on en voit. On revoit des pré-relais et des pré-relais qui sont assez conséquents. Parce qu'à un moment donné, les pré-relais, on en voyait un petit peu, mais enfin, ils prêtaient à 50% de la valeur. Avec là, moi, je revois des 70-80%. Hein. Avec une hypothèque en plus, donc c'était un peu sanctionnateur. Donc ça peut aider à relancer un peu le marché. Bon, faut faire attention quand même, parce qu'on peut prendre des risques avec un relais. Il faut évidemment pas mettre la barre trop haute au niveau du bien qu'on veut revendre pour ne pas se le traîner pendant 1 an ou 2. Et pour rebondir justement sur les primo-accédants, dans quel département est-ce qu'on voit le plus de retours de primo-accédants? Est-ce que c'est plus marqué en petite couronne, en grande couronne? Est-ce que, voilà. Je vais revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Tout est question de prix. Je pense que quand on est dans des régions comme nous, Seine-et-Marne, où effectivement les prix sont restés, on va dire, modestes par rapport aux autres en tout cas, on a, nous, un vrai retour effectivement des primo-accédants et ça passe beaucoup plus facilement, évidemment, que quand vous avez des biens où on est à 5 000 du mètre carré. Ce n'est pas la même chose. Nous, on a beaucoup de petits prix, en fait, dans le secteur. Oui, et pour rebondir sur les primo-accédants, on ne voit plus les mêmes qu'autrefois. Autrefois, encore une fois, jusqu'en 2022, on voyait des primo-accédants très jeunes, qui vraiment n'avaient aucun apport personnel. Maintenant, les primo-accédants ont une tranche d'âge plus importante. Il faut qu'ils aient eu le temps de se constituer un apport. Donc, en général, ils ont au minimum 30 ans. En tout cas, on ne peut peut-être pas vous parler de primo-accédants, mais les chiffres qui sont produits, notamment sur le marché parisien, le profil des acquéreurs de moins de 30 ans est en baisse. Ce n'est pas une grande surprise, vous nous allez me dire. Mais et où est-ce qu'on le voit le plus? C'est sur la Grande Couronne. Où les primo, enfin en tout cas, on a une hausse des moins de 30 ans sur la Grande Couronne, que ce soit d'ailleurs l'appartement ou la maison. On a vraiment une tendance à... Ce qui favorise d'ailleurs la relance du marché. D'autres questions?
J'espère qu'on ne vous a pas assommé le moral. On était là au contraire pour vous dire tout va mieux. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie beaucoup de votre attention. Rendez-vous donc le mardi 9 septembre prochain, fraîchement bronzé, de retour de vacances pour la prochaine conférence de presse. Et puis, dans quelques minutes, le club notarial que je serai toute seule animée exceptionnellement. Donc, je serai également là pendant une petite durée pour retracer ce marché immobilier sur l'Île-de-France. Merci beaucoup.